Alors voilà, avec cette présentation tout à fait, je dirais, intéressante, ça met un peu de pression en partant. On s'entend que ça met un peu de pression. J'avais tendance à chaque fois que Mme Hélène rajoutait un élément, Mme Germain, là, je reculais d'un pied, je me suis dit, je vais me ramasser finalement au départ du trou numéro 4, parce qu'effectivement, c'est sûr que c'est toujours flatteur, c'est gentil, c'est très apprécié, mais en même temps, je vous dirais poliment, c'est que ça paraît toujours bien quand on est présenté dans une salle à une audience. Puis, effectivement, bon, c'est comme un curriculum vitae, n'est-ce pas, qui déroule. Alors, à mon tour de remercier les organisateurs, évidemment, la table de concertation des années des retraités de la Mauricie. Alors, merci infiniment, encore une fois. Moi, je dis Hélène maintenant parce qu'on se parle par nos prénoms. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe, évidemment. M. Trudel a donné feu vert, Hélène Germain a donné feu vert. Donc, ça légitimise ma présentation et ma présence ce matin avec vous, dans un premier temps. À main levée, maintenant, une fois que, bon, vous avez eu un petit topo de qui est qui, à main levée, moi, c'est ma curiosité de mon côté, qui représente ou qui fait partie, qui est membre présentement d'un AQDR? Faites juste lever la main, ceux et celles, là, vous pouvez regarder un peu tout le monde dans la salle, ceux et celles qui sont membres d'un AQDR. J'ai aussi la main levée parce que je suis membre d'un AQDR, celui de Montréal, évidemment, Montréal-Nord. Alors donc, j'habite à Montréal. Alors donc, levez la main ceux qui, par hasard, sont membres de la FADOC. Alors, qui ont une carte FADOC. Alors, oh, voilà, d'accord. Oui, d'accord. Donc, on sent que, bon, évidemment, il y a des cartes FADOC. Donc, il y a des gens qui, effectivement, comme moi aussi, j'ai une carte FADOC. Je n'utilise pas beaucoup pour les rabais, mais bref, la carte est là. Pour 100 000 raisons, qui, par hasard, serait aussi membre de l'AREC, l'association qui... Oh, boy! Alors, donc, des retraités de l'enseignement. Vous êtes mon public le plus complexe. C'est-à-dire que vous avez été dans l'enseignement. Alors, si vous étiez, entre autres, français, ou ainsi de suite, là, et puis s'il y a une coquille d'une virgule ou d'une faute d'orthographe, vous allez me le dire sur l'heure du dîner. Et ça, je le sais, parce que j'ai arrivé dans le passé. Alors, donc, retenez-vous, si possible, jusqu'à demain. Vous m'en reparlerez demain. Alors, partant de là, je fais partie de l'AREC également, parce que, bon, comme on disait, j'étais enseignant à la formation professionnelle pendant 3 décennies et demie. Alors, c'est pour cette raison que j'ai aussi ma carte, forcément, de l'AREC, et qui fait partie, en fait, d'un regroupement, d'une association de proches aidants des Chenaux. Alors, donc, on aurait des gens, oui, voilà, proches aidants des Chenaux, quelques personnes avec nous, d'accord, très intéressant. Et vous avez qui en train de lever la main ou presque? D'accord, mais vous êtes regroupement d'aidants naturels, proches aidants, etc., etc. Puis, évidemment, donc, on a quand même... Est-ce qu'il y a des gens que j'ai oubliés? Oui, d'accord, madame? La QRP, voilà, oui, pardon, effectivement, je mettais mes notes, alors mille excuses encore une fois. Donc, effectivement, les retraités de la fonction publique. Alors, donc, la QRP est avec nous. Alors, on a vraiment une broc. Oui, on a oublié aussi. À QRP, voilà. Donc, on a fait... Oui, madame? La NRF. Qu'est-ce que c'est? Les retraités fédéraux de la Mauricie. Ah, d'accord, le drapeau rouge. Alors, sur ce, donc, bienvenue évidemment aussi aux fédéraux, aux provinciaux, aux municipaux. Et évidemment, il ne reste qu'une présentation rapide à faire. On va demander à Andréane de se lever, s'il vous plaît. Oui, parce qu'elle n'est pas au courant d'eux. Andréane fait partie du CAB, Centre d'action bénévole. Elle agit comme ITMAV, intervenante de milieu au niveau des personnes âgées vulnérables. Et vous avez remarqué que c'est notre doyenne, mais pas en hauteur d'âge, mais en bas d'âge, n'est-ce pas? Alors, bravo encore une fois, dans l'univers de la gérontologie. Absolument. Le pire effet. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aussi, un détail technique qui va être, à mon avis, important, deux détails techniques. Le premier, c'est que vous allez remarquer que c'est un feu roulant, cette présentation. Je n'ai pas vraiment le choix, c'est de la verbomotricité à quelque part, au sens où j'ai 60 et je triche tout le temps, je l'ai dit à Mme Germain, j'ai 70 minutes. Au gros max, on a débuté à 23. Alors, donc, j'ai effectivement un temps devant moi, puis par la suite, on va passer à la période de questions. Les questions, c'est un grand mot. Ça pourrait être commentaire. Ce n'est pas nécessairement des questions, ça peut être strictement un commentaire, quelque chose que vous avez envie d'ajouter. Primo. Deuxième précision, toute la présentation, ça vous allez probablement aimer, toute la présentation, c'est de l'andragogie à son plus pur, là. Toute la présentation qui va vous être faite, elle est en version papier également. Alors, elle est déjà imprimée en version papier. Il a été fait 80 quelques versions. Par contre, ça ne veut pas dire que vous allez avoir l'intérêt de prendre une version papier, puis vous aurez deviné aussi dans un contexte, si on veut, de présentation, que vous ne l'avez pas devant vous présentement, hein, parce qu'on entendrait des bruits de page et ça serait comme un peu désagréable, peut-être pour votre voisin ou voisine de gauche ou de droite. Alors donc, juste pour le ressouligner de nouveau, vous allez avoir une trace papier de la présentation de ce matin que vous allez pouvoir prendre ultérieurement. On les glissera sur la table quand vous serez prêt à partir, etc., etc. Alors, on a un titre, on a un animateur, on a une salle, en passant, quelle belle salle, hein? Vous avez à convenir avec moi que c'est un endroit extraordinaire. Et débutons maintenant cette présentation
Oui, vous allez peut-être manquer un bout ou deux, au sens où il y a plusieurs choses qui vont être dites, mais encore une fois, le support technique va nous aider. 25 novembre 2022, et encore une fois, vivre et accueillir ses pertes, bon, c'est un peu la dynamique, si on veut, qu'on m'a demandé de vous présenter. Alors donc, vous allez voir, il y a un feu roulant d'environ 24 diapositives. Voici la deuxième, qui tout simplement nous rappelle que bien vieillir, c'est une chose, mais faire bonne vieillesse, c'est aussi un élément de plus en plus tendance. En fait, bien vieillir en une ligne, c'est un concept américain. Aux États-Unis, on parle de successful aging. Et pour arriver au successful aging, le piège là-dedans, c'est comme si tu vieillis bien ou tu ne vieillis pas bien. Tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est un succès ou c'est un échec. Les intellectuels parlent d'un vieillir dichotomique. Hein? Ça va pas. Tu l'as pas. T'es bonne, t'es pas bonne. T'es bon, t'es pas bon. Donc ça, c'est extrêmement risqué de nourrir dans la population le principe de on vieillit bien ou on vieillit mal. Vous savez, c'est de la polarisation à son extrême. En sociologie maintenant, inspiré beaucoup de la France en Europe, en sociologie, on parle plus de faire bonne vieillesse. Comment arriver à aller chercher l'ensemble des éléments, l'ensemble des ingrédients pour faire de notre avance en âge le meilleur de cette avance en âge, la meilleure façon d'y arriver. Il n'y a pas que des pertes, évidemment, il y a des gains. Ça, je crois que c'est la trame de fond de la présentation, parce que toute forme de dite perte peut devenir un gain si elle est, on le verra tantôt, intériorisée, si elle est cérébralisée, si elle est intégrée. Alors donc, il y a des défis qui s'installent dans la cinquantaine, la soixantaine, la soixante-dizaine et ainsi de suite pour en arriver à intégrer toute une série de pertes. Alors le mot défi apparaît en bande jaunâtre pour se dire, ou en lettres jaunes plutôt, pour se dire effectivement, nous avons un ou des défis. On aurait pu le pluraliser en y rajoutant un S, bien évidemment. Mais nous avons tous selon effectivement notre parcours de vie, notre trajectoire de vie, notre, entre guillemets, destinée. Nous avons tous à relever une série, une kyrielle de défis. Parfois, il y a des gens qui sont mis à défi plus que d'autres, bien évidemment, parce qu'elles vivent des deuils ou des pertes successives, cumulatives, parfois pathologiques, parfois saines, ainsi de suite. Alors, on fera un peu de psychologie ce matin, évidemment. On fera de la gérontologie principalement, parce que ça s'inscrit dans un cadre dit du vieillissement. Alors, voyez-vous, en bas, j'ai su, effectivement, j'ai pris la liberté de mettre gain, parce qu'à quelque part, toute forme de perte ou toute forme de modification, si on change le mot perte tout d'un coup pour modification, peut ou doit nous amener à faire non seulement une intériorisation, mais une modification en gain. Et ça, c'est un exercice, vous l'aurez deviné, peut-être c'est une des questions que vous allez me poser tantôt. Comment on fait ça, M. Yvon? Comment on fait ça, Yvon? Ben, M. Riendo, peu importe. Ben, en fait, ce sont les ressources internes qui sont importantes. Les mécanismes psychiques que nous avons peuvent être nos pires ennemis, peuvent être également nos pires alliés. Alors, tout dépendamment, ou nos meilleurs alliés. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, il n'y a rien de gagné à l'avance. Désolé de vous décevoir en partant. Il n'y a rien de gagné d'avance. Par contre, il y a toute une actualisation cérébrale à faire pour la gestion des pertes et la gestion des deuils. Donc, j'ai pris une photo ici d'entrée de jeu qui m'apparaissait sympathique, là, parce qu'on va tenter de donner une coloration positive au vieillir, une coloration optimiste au vieillir. Bien vieillir est un concept, encore une fois, comme je le mentionnais, qui est à regarder avec des pincettes. Par contre, à prendre aussi avec délicatesse. Mais je vous dirais qu'il y a quand même des paramètres de base que j'aimerais tout poliment vous présenter en quelques minutes. Le premier paramètre de base, c'est effectivement, dans une perspective un peu plus philosophique, c'est d'en arriver à se dire, est-ce que j'ai trouvé ou est-ce que je cherche encore le bonheur? Est-ce que j'ai trouvé le bonheur conjugal, le bonheur personnel, le bonheur familial, etc., etc.? Est-ce que philosophiquement parlant, on ne redéterrera pas Socrate, Aristote et Platon, mais qui suis-je, d'où viens-je, où suis-je et où vais-je dans la vie? Est-ce que j'ai atteint quelque part le bonheur, n'est-ce pas? Le fameux bonheur. Bon, même la chanson vient avec maintenant. Hein? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Il est là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. En fait, il est là où je le trouve, mais il est là aussi où je le cherche. Et le bonheur, on ne reprendra pas Félix Leclerc, mais effectivement, on peut le perdre, on peut le mettre en suspens. Donc, vraiment, les aléas de la vie, le cheminement qui est le nôtre, qui n'est pas celui de notre voisin-voisine, évidemment, peut faire en sorte que le bonheur, on peut tranquillement le trouver, on peut le garder, on peut le perdre, on peut le remanier, etc. Donc, on pourrait y mettre un lastique au mot bonheur. Autre élément, c'est cette paix intérieure. Donc, évidemment, on n'ira pas
dans la religion ce matin, on n'ira pas dans la spiritualité nécessairement, mais on pourrait, si vous le voulez bien, faire le jeu avec moi, se poser la question et me poser la question aussi, est-ce que je suis dans un processus de zénitude? Des mots qu'on n'utilisait même pas il y a une quarantaine d'années, mais est-ce que je suis dans un processus de zénitude, de paix intérieure, de quête du bonheur? Donc, partant de là, c'est un premier élément. Un deuxième défi, c'est est-ce que je conserve et est-ce que j'ai conservé mon identité? En fait, le concept de l'identité, il est très pluriel, parce que l'identité est quelque chose que nous avons dès la naissance, qu'on appelle l'identité de genre, le cisgenre. Maintenant, on parle de cisgenre, masculin, féminin, mais l'identité peut être conflictuelle. L'identité peut devenir, comment dirais-je, déstabilisée, qu'on peut changer d'identité, modifier d'identité. Si vous avez lu sur la psychologie des 100 dernières années, on parlait de la structure de l'identité, puis de la cristallisation de l'identité. Freud en a fait état, Erikson en a fait état, les grands psychologues, les grands penseurs ont parlé de l'identité. Par contre, on a parlé aussi beaucoup de la personnalité. Rappelez-vous, longtemps, on dit « Ah, la personnalité se fige ». On se dit « Rappelez-vous, vous avez un âge similaire au mien », puis on se dit « Ah, tout se joue avant 6 ans ». Rappelez-vous, c'est ce livre-là, Charles Dodson. Alors donc, partant de là, tout se joue avant 6 ans. On est revenu de ces idées-là aujourd'hui. On se dit, beaucoup de choses se jouent avant 6 ans, mais beaucoup de choses se jouent également dépasser forcément la petite enfance. Donc, la période de l'adolescence, par exemple, la période de l'adulte, 20-60 ans, qu'on appelle en termes techniques la méridescence. Donc, la méridescence, c'est la période qui dépasse l'enfance et l'adolescence. C'est celle forcément de la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine. Et on entre éventuellement dans la soixantaine. Effectivement, ce que je viens de vivre en mai dernier, on entre dans la soixantaine et là, on tombe dans la sénescence. Pas la sénilité, la sénescence. Donc, la sénescence, c'est un concept également très social et très psychologique qui nous dit, bien, comment on fait maintenant pour passer à travers la soixantaine, la soixante-dizaine, vous savez, la quatre-vingtaine. Donc, c'est un peu le propos de cette présentation ce matin. Pour être capable de, entre guillemets, faire bonne vieillesse ou bien vieillir, il y a comme donc un souci du mot rose pâle, identité, et forcément le mot autonomie, évidemment, qui revient de plus en plus. Probablement que vous et moi, on s'intéressait moins à l'autonomie dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, la note, j'entends, parce qu'on était presque invincible, vous vous rappelez? On était presque invincible, on était au-devant de tout, on était en période en amont, on était vraiment en train de construire toute une série de situations. On appelle ça la générativité en psychologie. La vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, on appelle ça la générativité. Mais si vous avez déjà étudié, par exemple, ou vous avez été intéressé à Erik Erikson, psychologue danois, il nous ramène que la générativité, le contraire ou l'opposé de la générativité, c'est la stagnation. Voyez-vous? La stagnation. Donc, on est en générativité à plein niveau, les enfants, le travail, les projets, la retraite, nommez-les, ou on est en stagnation. Voyez-vous la polarisation, encore une fois, un ou l'autre. Et dans cette même foulée-là, on parle, on va le voir tantôt, l'intégrité, donc l'intégrité du moi. Je ne veux pas psychologiser trop la rencontre, là, mais c'est le moi freudien. Donc l'intégrité du moi versus la détresse, le désespoir. Vous savez, le sentiment de ne pas avoir, entre guillemets, réussi sa vie. Alors déjà, là, je ne suis pas en train de vous lancer une douche froide, j'espère qu'on est d'accord là-dessus tout le monde, mais c'est comme s'il y a une réflexion à faire. D'où viens-je? Où suis-je? Et vers où est-ce que je m'en vais? Au niveau de la vie, au niveau du parcours de vie, au niveau des deuils que j'ai déjà vécus, au niveau des pertes antérieures. Et qu'est-ce que j'ai fait avec mes deuils antérieurs? Qu'est-ce que j'ai fait avec mes pertes antérieures? Donc, c'est toute une fois, on le sent, là, on est dans l'introspection. Hein? Évidemment, des mots que tout le monde connaissait dans la salle. On est dans l'introspection, la connaissance de soi, la réflexion sur soi. Autre élément important également, à part l'autonomie physique et mentale, c'est tout ce qui entoure l'estime de soi, la confiance en soi. Je donne, et merci encore de la présentation, mais je donne une série de conférences à travers le Québec, des îles de la Madeleine jusqu'à l'Outaouais. Puis effectivement, je me retrouve souvent avec, pas nécessairement les mêmes mots, là, parce que ce pas les mêmes demandes, mais je me retrouve souvent avec les mêmes concepts, au sens où, effectivement, il y a la notion d'estime qui est si importante, la notion de confiance et d'estime de soi. Rappelez-vous à l'époque, quand on disait, bon, s'aimer, c'est presque un péché d'orgueil. S'aimer puis se nourrir l'intérieur de soi-même, c'est comme plus ou moins mal vu. C'est de l'égocentrisme, hein? C'est d'une... Vous voyez, madame fait un hochement de tête, ouais, on se rappelle de ça. On ne fera pas le procès de la religion ce matin, mais effectivement, il y a des éléments, pas si loin dans nos existences,
vous et moi, où c'était plus ou moins bien vu hein, de se, comment dirais-je, de s'annoncer en bonne estime et en bon amour-propre. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire qu'on dit en psychologie. Aimez-vous, pas juste aimez-vous les uns les autres, c'est le perron de l'Église, mais aimez-vous vous-même. Donc, nourrissez votre moi, nourrissez votre intérieur. C'est ce qu'on dit là. Je ne veux pas prêcher en philosophie ce matin, mais c'est des éléments importants que la littérature psychologique nous met de l'avant. Vous allez comment dirais-je, m'accorder que je vais passer extrêmement rapidement sur la nourriture, le sommeil et le repos. Par contre, ça fait partie de la nourriture psychique et mentale. Dans le bien vieillir comme tel, un autre élément fondamental, si je peux me permettre, c'est la notion d'amitié. Il y a des amitiés toxiques, puis il y a des amitiés qui sont saines. Vous savez, peut-être que vous allez trouver un peu sévère mon prochain propos, mais peut-être, et sans lever la main, qu'avez-vous, ou avez-vous, pardon, dû vous aussi faire, vous allez m'excuser de l'expression, là, le ménage dans certaines de vos relations familiales, dans certaines de vos... madame lève la main tout de suite, elle. Donc, dans certaines relations familiales, amoureuses, des enfants, des petits-enfants, pour toutes sortes de raisons, je n'ouvrirai pas la boîte de Pandore sur les abus aux aînés, la maltraitance, la fraude financière, mais il y a des gens qui ont dû faire des choix en disant à leur frère, à leur fille ou à leur sœur, écoute, je t'adore, Dolores, je t'aime beaucoup, Marie-Gerta, mais arrête de m'appeler pour de l'argent ou arrête de m'appeler pour uniquement te compter tes malheurs. Donc, il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, nourrissent et cultivent des amitiés plus saines, vont introduire, vont déposer un lingot d'or dans quelque chose qui leur rapporte en termes de profit, entre guillemets, évidemment, il y a des guillemets sur la notion de profit, donc vont effectivement nourrir ou faire même à la rigueur le ménage pour être capable de se dire, regarde, je suis dans la cinquantaine, soixantaine, soixante-dizaine, quatre-vingtaine, je ne voudrais pas être dans quelque chose de toxique ou de polluant pour mon avance en âge. Donc, je dois effectivement faire certains choix et bon, tu fais partie peut-être des choix que je conserve en amitié ou en relation qualitative, ou peut-être qu'au contraire, je dois te laisser aller, n'est-ce pas? Comme Rose fait dans le Titanic à la dernière scène, là, avec Leonardo DiCaprio, elle doit le laisser aller. Pas le choix. Donc, partant de là, gérer le stress. Bon, on ouvrirait là-dessus, puis on aurait jusqu'à 5 heures cet après-midi. Il y a du bon stress, il y a du moins bon stress. Donc, dans les pertes ou dans les aléas de la vie ou dans l'avance en âge, il y a des éléments considérés comme le stress, évidemment. Donc, canaliser le stress, vous l'avez entendu 2000 fois, fait que je vais effectivement épargner le détail, mais c'est cette notion de se dire, est-ce que j'ai quelqu'un à qui je peux parler de mes peurs, de mes pertes, ou de mes peurs, ou de mes réalités, ou de mes craintes, ou de mes interrogations? Alors donc, c'était à ma façon, peut-être dans le premier ruban, vous mentionnez poliment, évidemment, avec respect, que la réflexion qu'on doit faire sur son propre vieillir, dans ses propres réalités, nous introduit forcément à la base, et on le sent, quelques défis pour maintenir ce qu'en latin on appelle l'équilibrium, ce qu'on pourrait appeler l'équilibre. Maintenir l'équilibre dans la tête, dans le cœur, dans le corps, dans les relations conjugales, familiales, sociales, amicales, j'ai envie de dire, ou de rajouter associatives, parce qu'on fait partie d'une association ou d'un regroupement quelconque. J'ai mis en fond rose, fuchsia, apprivoiser et faire avec. Ce sont des mots que vous connaissez, évidemment. Là, je ne pense pas d'avoir la prétention de vous apprendre grand-chose à date, mais c'est juste peut-être de faire un petit peu un bilan réflexif. C'est ce que je vous propose plus ce matin. Donc, si on est capable d'éviter la détresse, l'isolement, subi, dirait-on, et effectivement être capable d'apprivoiser et de faire des choix, de mettre son pied à terre. On verra tantôt lever le bon drapeau, le drapeau vert pour continuer, le drapeau jaune parce qu'on n'est pas sûr de ce qui s'installe dans nos pertes ou dans nos deuils, et ou même à la rigueur, le drapeau rouge. Alors c'est un code de couleur avec lequel je vais revenir avec vous dans quelques instants. Un de mes préférés, parce que je trouve que c'est une analogie qui se prête très bien, et la voici, c'est « Est-ce que je porte la bonne paire de lunettes? » Vous savez, ça fait un peu symbolique, ou peut-être très analogique encore une fois, mais est-ce que je porte la bonne paire de lunettes? En français, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que j'ai la bonne monture? Bon, c'est une analogie. Est-ce que mes verres sont effectivement, ma monture, elle est bien ajustée? Est-ce qu'il y aura un petit bout de tournevis qui devrait être fait? Est-ce que je devrais solidifier la monture, changer la monture, revoir ma monture de vie? Est-ce que les verres correcteurs, peu importe la force du verre correcteur, est-ce que c'est la bonne force? Est-ce que j'ai besoin de plus ou de moins au niveau de la correction visuelle? Évidemment, ça, c'est quelque chose de très, très tangible. Ma paire de lunettes, est-ce que je la porte à la bonne place? Évidemment, soyez créatifs, M. Riendo, rajoutez à ce que vous venez de dire quelque chose, c'est ce que je vais faire. La paire de lunettes, en fait, c'est la façon dont je regarde en avant. Et c'est également la façon dont je regarde à l'intérieur. C'est comme s'il y aurait
partie de mon regard qui va vers l'extérieur, puis une autre partie qui va vers l'intérieur. Oui, vous avez envie, comme moi, de rajouter le volet introspectif, le volet connaissance de soi, le volet, effectivement, de se repositionner par rapport à où nous sommes. D'où nous venons, c'est une chose, où nous sommes présentement, et vers où allons-nous? Donc, est-ce que je porte la bonne paire de lunettes? Est-elle centrée? Est-ce que je la porte en haut ici, vers le haut? Alors, je ne regarde jamais vers l'intérieur, je regarde vers le haut et je suis un petit peu flou comme regard. Est-ce que j'ai effectivement une paire de lunettes qui devrait être autre que celle-ci? Parce que, voyez-vous, je la porte tout croche. Est-ce que je dois la réajuster, la réaligner? On verra dans quelques instants, ça introduit le volet sur les pertes et les deuils, parce que c'est toujours ça la vie, hein? Réalignement, réajustement. Peut-être vous avez changé vos pneus d'hiver il n'y a pas très longtemps, puis ils vous ont dit, on fait un alignement avec ça, madame? On fait un alignement avec ça, monsieur? Parce qu'on n'a pas besoin d'être aligné, on a tous besoin d'être alignés, puis des fois même réalignés. Donc, cette notion de paire de lunettes, je ne la trouve pas banale comme analogie, parce qu'elle nous oblige à nous poser une question fondamentaliste, qui est la suivante. Est-ce que je mords dans la vie? Est-ce que je croque dans la vie? Est-ce que j'apprécie la vie? Est-ce que je saisis le moment présent, le fameux carpe diem, d'accord? Salutations à Nicole Poirier, que tout le monde connaît, à la maison Carpe Diem, une bonne amie d'ailleurs. Mais faire une histoire courte, tu sais, c'est être capable de se poser la question, comment est-ce que ça se passe, n'est-ce pas, dans ma vinaigrette de vie? Comment est-ce que ça se passe dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, dans mes relations? Comment est-ce que je suis armé, entre guillemets, pour faire face aux pertes, faire face au deuil? Parlant de perte et de deuil, évidemment, en même temps, il faudrait faire une première perte ou un premier deuil, c'est-à-dire de ce que nous avons vécu dans le passé. On pourrait juste, avec la ligne qui est ici, passer facilement 4 heures de présentation ensemble, parce que ça nous ramène à l'essentiel, la beauté des choses. Est-ce que je me rappelle de la musique que j'aimais, jeune marié? Bref, est-ce que je me rappelle de ma première voiture, un Buick Century, un Ford de ceci ou de cela? Est-ce que je me rappelle de mon premier appartement? Bref, est-ce que je me rappelle de ceci ou de cela? C'est toujours intéressant de se remémorer des choses du passé, parce que des pertes et des deuils, ce n'est pas que des catastrophes, ou des coups de pelle, vous savez, ou carrément des choses qui sont amères. Des pertes, forcément, on a perdu, puis au risque de vous choquer, vous avez perdu votre adolescence, vous avez perdu votre puberté. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Peut-être, non, pas psychologiquement, M. Yvon, c'est juste physiquement, je suis encore jeune, parfait, pas de problème. Mais où on va en venir, c'est de se rappeler la beauté des choses. Comment on appelle ça déjà, en termes techniques, en psychologie, se rappeler la beauté des choses? On appelle ça la réminiscence. C'est beau comme terme, n'est-ce pas? La réminiscence, c'est d'aller de retourner un petit peu dans l'enfance, l'adolescence, et il y a 2 catégories de réminiscence. La réminiscence positive, ou la réminiscence négative, c'est-à-dire, et là je vais être très prudent comment je vais le mentionner, une réminiscence positive, moi je me ferme les yeux, je me revois, disons, à Drummondville, ou je me revois, bon bref, avec ma première voiture, première flamme, etc., bon, la musique de l'époque, Supertramp, les Doors et compagnie, musique québécoise, Jerry Boulet, Offenbach, donc je peux revisiter une partie de ma vie, d'autres revisiteraient encore un peu plus loin. Volare, e cantare. Oh. Alors, Dean Martin, par exemple, ou peu importe. When the moon hits your eyes. Mon nom pour celle-là. When the moon hits your eyes like a bee, it's a pie. That's amore. Alors, donc, moi, j'ai baigné dans cette musique de mes parents, évidemment. Donc, fin d'histoire courte, c'est devenu la mienne. On ne fera pas tout le répertoire aujourd'hui parce qu'on est ici encore jusqu'à minuit. Mais c'est juste pour vous mentionner que c'est le fun de temps en temps, j'imagine, de retourner. Puis vous savez quoi? On a le droit de tricher un peu. On a le droit de tricher un peu, c'est-à-dire on a le droit aussi de faire de la réminiscence un peu maquillée. En français, s'il vous plaît, maquillée. Bon, ça n'a peut-être pas été exactement comme ça s'est passé, parfaitement comme ça, mais je me donne le droit de maquiller un peu. Je me donne le droit de rajouter quelques éléments. Moi, ça ne s'est pas tout à fait passé exactement comme ça, mais je me donne le droit, moi, de rajouter une coloration qui me plaît. Ça, c'est bien gérer un deuil. Ça, c'est bien gérer quelque chose qu'on ne peut pas réécrire. Vous êtes, comme moi, des livres. Nous avons plein de chapitres de vie à l'intérieur de notre livre. Si vous voulez le séparer en tranches de 10 ans, pas de problème. Mais nous avons tous, effectivement, nous sommes tous des livres. Certains vont dire, ben moi, je suis un livre ouvert. Peu importe si vous êtes ouvert, semi-ouvert ou fermé, vous avez des chapitres de vie que vous pouvez revisiter dans votre tête, dans votre intimité. Donc, les pertes et les deuils ne sont pas toujours négatives, sont au contraire parfois très, très, très réminiscentes ou très, très, très actualisantes. On n'a pas dit même à la rigueur, parfois très, très, très remplissantes. Alors, allons chercher les bons souvenirs, les doux souvenirs, les choses qui ont été positives. Mais n'oublions pas que le hier est garant du aujourd'hui. Parce que nous sommes la somme de nos expériences.
Aujourd'hui, comment croquons-nous la vie? Quelle paire de lunettes portons-nous? Comment gérons-nous avec les ressources internes et externes qui nous sont allouées ou attribuées? Comment gérons-nous notre vinaigrette, notre quotidien, notre réalité? En fait, on pourrait dire de cette première partie, ici, bien vieillir, c'est quoi cette histoire finalement en conclusion? Ou faire bonne vieillesse? Ben, vous savez ce qu'on appelait un péché d'orgueil, comme on le disait poliment tantôt, c'est peut-être plus de se dire maintenant, est-ce que d'abord et avant tout, je vieillis pour moi? Vous savez, ce n'est pas de l'égoïsme, mais est-ce que d'abord et avant tout, je vieillis pour moi, puis effectivement, je cohabite avec d'autres personnes, bon, ma famille, amoureux, amoureuse, si j'en ai, conjoint, etc. Bon, est-ce que je suis quelqu'un qui a effectivement la capacité de bien m'apprécier? Ça a l'air banal, hein, ce matin? Bien m'apprécier, bien m'aimer. Il y a une classification gérontologique qui devient importante pour la suite de la présentation, qui est la suivante, en espérant ne pas vexer personne. Il y a une première classification qui dit lorsqu'on est entre 60 et 75 ans. Auriez-vous la gentillesse de lever la main, s'il vous plaît, ceux qui sont entre 60 et 75 ans? Alors, oh boy, d'accord, on est environ, je dirais peut-être quoi, 78% du groupe, entre 60 et 75 ans. Vous savez comment on vous appelle en gérontologie? On vous appelle les jeunes vieux. Alors ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, 60 ans, c'est plus comme à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, on se rappelle. Donc, bref, c'est des jeunes vieux. Alors que, quand on parle des... Est-ce qu'il y a des gens qui ont 75 et demi ou 76 ans et plus? D'accord? Bon, oui, d'accord. Oh, quand même, on est à peu près à 28% de l'échantillon de la salle. Oui, on aurait envie de vous applaudir, d'accord, mais on va vous appeler des vieux. Vous repartirez avec ça aujourd'hui. Et vous appelle en gérontologie et en généalogie ouais, c'est bien le fun. Des vieux, je déteste ça pour montrer, mais c'est une classification. Bref, des vieux. Parce qu'il y a des pertes et des deuils chez les jeunes vieux. Il y a des pertes et des deuils qui s'installent. Vraiment, je m'en fous, peu importe l'âge. Pourquoi 75 ans en passant? Parce qu'au plan maladie, au plan physique, au plan pathologique, au niveau des systèmes du corps humain, souvent, c'est vers les 75 ans, l'expression populaire dit, c'est les bobos qui sortent. C'est souvent vers les 75 ans que graduellement, on peut se sentir légèrement plus en avance en âge ou carrément expérimenter une autre kyrielle de perte, une autre kyrielle de deuil à vivre au niveau des pertes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont 85 ans et plus? Ça aurait pu arriver. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont 2 fois 40 ans dans leur cœur? Ça pourrait aussi arriver. Donc, en fait, c'est de se poser la question. J'ai pris une photo de dame ici. Ça aurait pu être des hommes, messieurs, mais j'ai pris une photo de dame parce que je me suis dit, bon, c'est intéressant de se donner un petit kick, un petit pep, et on a tous des pertes et des deuils à vivre. Maintenant, est-ce qu'on est tous capables de, et je termine en philosophie, de nourrir, n'est-ce pas, notre fleur? Est-ce qu'on est tous capables de nourrir notre fleur? Vous savez, l'être humain, on pourrait dire que c'est un bulbe un peu comme on l'a avec les tulipes au printemps ou d'autres espèces de fleurs. L'être humain, c'est un bulbe. Est-ce qu'on bulbe bien? Est-ce qu'on est bien bulbé? Est-ce qu'on est effectivement bien tigé? Est-ce qu'on tige bien? Pas juste au printemps, en général. Est-ce qu'on tige bien par rapport à la vie? Et est-ce qu'on fleurit bien? Alors, est-ce qu'on fleurit bien en général? Est-ce qu'on fleurit bien saisonnier? Dans les 4 saisons, bref. Et est-ce qu'on est quelqu'un qui est capable de nourrir sa fleur intérieure, tout comme sa fleur extérieure? Je ne ferai pas avec vous le détail de la virgule, je l'ai plutôt mis dans le document. Vous allez voir ici, là, je mets le ruban. Et pourquoi je le mets comme ça? Parce qu'il va à l'envers. C'est-à-dire la fameuse dite pyramide de Maslow, que probablement la majorité d'entre vous avez été en contact avec ou avez entendu parler d'eux. Là où je veux venir avec vous sur un détail technique qui est la partie physique, on n'y reviendra point. Par contre, on doit nourrir son corps, on doit nourrir forcément par les aliments et ainsi de suite. On doit se nourrir forcément pour maintenir l'équilibre. On disait tantôt l'équilibrium. Donc, on doit vraiment travailler à bien nourrir et à bien respirer, à bien forcément ingérer les ingestats à l'intérieur du corps. Par contre, on doit aussi beaucoup s'assurer qu'on est dans une sécurité globale. Une sécurité globale au niveau du toit, au niveau financier si possible, au niveau conjugal si on est en conjugalité, au niveau familial si on fréquente encore des membres de notre famille. Donc la partie qui est surlignée en jaune pâle, selon moi, ils vont rien d'autre, c'est peut-être la partie la plus importante chez Maslow. En fait, ils sont tous importants, mais est-ce qu'on est dans une situation de sécurité globale par rapport à soi et par rapport aux gens qu'on côtoie qui viennent alimenter, aider ou nuire à notre équilibre, à notre croissance personnelle, à notre paire de lunettes? Est-ce qu'effectivement, on est dans une dynamique de bonne estime de soi, puis est-ce qu'on sent qu'appartenir à une famille, une collectivité, un quartier, un AQDR, une association, un regroupement de proches aidants, et ainsi de suite, est-ce qu'on sent que ça nous remplit? Puis évidemment, tout en haut, parce qu'on va juste le lancer comme ça en lumière, c'est cette notion de satisfaire les besoins. Est-ce que, malgré les pertes,
malgré le vieillissement, malgré la soixantaine, la soixante-dizaine, la série de pertes s'en vient dans quelques instants, est-ce qu'on a cette capacité, on pourrait se poser la question, moi inclus, est-ce qu'on a cette capacité de satisfaire nos besoins? Est-ce que, puis quand on dit satisfaire nos besoins, évidemment, c'est au sens très, 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 très large. On pourrait rajouter, si vous le voulez bien, en bleu pâle, se réaliser. Alors, on est retourné dans la psychologie, se réaliser. Apprendre, être capable de s'investir. Mais attention, s'investir par rapport à soi-même, s'investir par rapport aux autres. Une des façons, puis c'est la conclusion de la première partie, une des façons de bien vivre, ou faire bonne vieillesse dans la sénescence, une des façons, c'est d'être plus souvent qu'autrement assis avec soi-même, tant physiquement que mentalement, qu'émotivement, et de se poser la question, comment est-ce que je prépare la recette pour les prochaines années, la prochaine décennie? Comment est-ce que je prépare mon avance en âge en fonction de ma trajectoire de vie à date et en fonction des potentiels deuils que je vais vivre ou expérimenter? J'ai vécu des deuils, je vais en vivre d'autres. Je vis des pertes, je vais effectivement en vivre d'autres. Sigmund Freud, Sigmund Freud est un des premiers qui nous a appris à l'entour de 1924 que lorsqu'on est capable d'intérioriser certains deuils et certaines pertes, on devient des personnes différentes au niveau de la personnalité. On est plus capable de faire face à de l'adversité lorsqu'on intègre des pertes et quelques deuils. Donc, voyons voir ce que ça veut dire ça maintenant en français. Bien vieillir, donc, c'est un droit, et on est dans une société, on n'ira pas dans des choses blessantes ce matin, comme société âgiste, société verticale, société, bref, discriminatoire, parce que je crois que ce n'est pas la teneur qu'on veut donner à la présentation, mais néanmoins, on doit se poser la question, le regard des autres. Je crois que ça, c'est la phrase la plus importante à date. Le regard des autres à mon attention. Je vous le dis de mon cœur à votre cœur, là, de ma tête à votre tête. Le regard des autres, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et sœurs, nos amis, bref, toute personne, mesdames, messieurs, avec lesquelles on est en contact. Le regard des autres, et c'est Jean-Paul Sartre qui nous disait, le regard, je me sens pas vieux, je me sens pas vieille, mais le regard des autres alentour de moi peut me faire sentir vieux ou vieille, vous savez. Donc, c'est vraiment très philosophique quand on dit Jean-Paul Sartre. Donc, partant de là, le regard des autres, c'est une chose. Le regard que j'ai sur moi, c'est une autre chose. On a parlé d'introspection tantôt, de réminiscence. Alors, vraiment, il y a des défis importants, si je peux me permettre, très poliment. Il y a des défis importants. Nous sommes ce que Carl Rogers nous a appris en 1967, humaniste côte californienne. Nous sommes la somme de nos expériences. Donc, puisque nous sommes la somme de nos expériences, ben voilà, quelles sont nos expériences? Et nos expériences ne sont pas que dans la colonne des moins, elles sont aussi dans la colonne des plus. Qu'avons-nous vécu dans la colonne des plus, mesdames, messieurs? Qu'avons-nous vécu dans la colonne des moins? Et qu'avons-nous fait de ce qui est dans la colonne des moins, si je peux me permettre? Et que faisons-nous? Et que ferons-nous avec la colonne des plus? Alors donc, on sent qu'il y a, mon Dieu, quelle drôle de présentation finalement. On sent qu'il y a une raison d'être au niveau de l'introspection, au niveau de la connaissance de soi. Le mot projet n'est pas banal. En bas, c'est écrit avec projet. J'aurais dû y mettre plusieurs S, n'est-ce pas? Des buts, des projets. Encore une fois, la retraite est un marqueur. Bon, je n'irai pas dans ce que vous connaissez par cœur. L'avance en âge en est un autre. La combinaison d'un ensemble d'éléments qui s'en viennent dès la prochaine diapositive nous fait dire qu'est-ce que j'ai comme projet maintenant, qu'est-ce que j'ai comme but. Je pars d'où et je m'en vais où exactement. Je suis la somme de mes expériences. Quelles sont mes expériences? Quelle est ma personnalité? C'est sûr que quelle est ma structure mentale? Là, je ne voudrais pas que vous me lanciez quoi que ce soit, ni maintenant, ni plus tard ce matin, mais il est clair que probablement la grande majorité d'entre nous, vous et moi, avons expérimenté déjà ce qu'on appelle la périménopause. Bon, où on s'en va ce matin? La périménopause, donc la pré-ménopause, la ménopause comme telle et la post-période ménopausique. Donc, probablement que vous avez, pour les dames forcément, dans la salle, expérimenté forcément des réalités qui vous ont plu ou déplu au niveau de la capacité de reproduction. Vous avez peut-être passé à travers cet élément en disant « Mon Dieu, quelle libération! Mais quelle libération! Mon désir sexuel s'est augmenté, ma libido, je ne la reconnais plus, je me dis « Maintenant, je suis quelqu'un, bref, qui a augmenté beaucoup. » Oui, voilà, ça vaut la peine de prendre une gorgée d'eau. Un beau montant de libido, n'est-ce pas? De donner un coup de coude à quelqu'un à côté de vous aussi. Donc, effectivement, bref, la libido, désir sexuel. Pour certains, c'est exactement le contraire. À part les modifications d'estrogène qu'on n'ira pas dans le détail, là, mais partant de là, donc pour certaines, c'est exactement, au contraire, c'est la mise en garde-robe. Donc la ménopause va avoir pour certaines personnes un regain ou carrément tout simplement une actualisation de l'expression sexuelle et intime complètement différente de la personne d'à côté.
Même chose pour l'andropause. On sait que l'andropause, j'étais avec des étudiants dernièrement, je donne un cours qui s'appelle Sexualité et personnes âgées à l'UQAM, et donc je demandais aux étudiants, vous savez, moyenne d'âge Andréane, puis effectivement, je leur disais, grosso modo, c'est quoi l'andropause? Là, on me disait toutes sortes d'affaires. Vous auriez dû être là, vous auriez trouvé ça bien sympathique. Là, l'andropause, c'est une affaire d'un mot ou deux. Ah, ok, ça c'est intéressant. L'andropause, c'est une affaire qu'on ne sait pas trop tôt, on n'en a pas beaucoup entendu parler de ça, mais apparemment que ça peut se pogner sur une plage à Cuba. Non, c'est mais c'est pas ça même là. Mais c'est juste de voir qu'à un moment donné, on se dit, parfois on connaît très peu. Par contre, messieurs, s'il vous plaît, c'est votre moment de gloire, il va durer 20 secondes, profitons-en. La testostérone, fabriquée principalement dans les testicules, évidemment, et également aussi par le signal de l'hypophyse, est quelque chose qui vient nous aider à perdre forcément une partie de notre testostérone. Et donc, là aussi, il y a un lien à faire entre la libido, entre autres, et le désir sexuel. Moi, je ne suis pas venu ici pour une conférence sur la sexualité, me direz-vous, mais je vous dirais, il y a des pertes ou des deuils qui sont à passer ou surmonter ou à passer à travers. Plus on connaît sur la ménopause, sur l'andropause, plus on connaît sur les potentielles difficultés sexuelles. Vous savez, il y a 4 phases dans le cycle de la réponse sexuelle humaine: l'excitation, le plateau, l'orgasme et la résolution. Marcus et Johnson, vous vous rappelez, Marcus et Johnson, les années 50. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui vont expérimenter plutôt des difficultés, qu'elles soient érectiles, vérificatoires, etc., etc. Il y a des gens qui vont expérimenter temporairement ou en permanence des difficultés dans la réponse sexuelle humaine. C'est pas tout le monde qui consulte, hein, c'est pas tout le monde qui en parle au médecin. Donc, parfois, les gens vont vivre des pertes ou un deuil par rapport à des modifications de la réponse sexuelle, et ça va rester entre eux ou dans eux. Ils n'en parleront pas. Donc, parfois, il y a de la culpabilité ou du syndrome de l'impuissance, et ainsi de suite, qui peut s'installer. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous en parler en quelques instants? C'est que c'est une réalité qui touche beaucoup d'êtres humains, tout comme les modifications du corps humain. Bon, je ne ferai pas avec vous un cours d'anatomie, mais il y a quand même 10 système du corps humain, système nerveux central, système digestif, système hormonal, glandulaire, endocrinien qu'on appelle, tout le système musculo-squelettique. Bon, il y en a beaucoup comme ça. Bon, nous sommes comme 10 systèmes lymphatiques et compagnie, et tous ces systèmes-là vont prendre de l'âge. Donc, c'est quand même à forcément considérer. Bon, je vais vous dire une chose, là, puis c'est vraiment privé entre vous et moi, là, dans un club de golf de Trois-Rivières. En fait, fondamentalement, vous savez c'est quoi qu'on est, nous, hein, l'être humain, l'homo sapiens sapiens, l'espèce humaine. Vous savez ce qu'on est fondamentalement, mais ça, évidemment, coupez s'il vous plaît l'enregistrement, on ne veut pas que ça soit public, ça. Mais on dirait savez-vous ce qu'on est, finalement, qu'on règle ça une fois pour toutes? Dans le fond, on est des cellules. On est carrément pointe à la ligne. On est des cellules qui forment des tissus, et les tissus forment des organes, et les organes sont à l'intérieur de chacun des 10 systèmes. Pas compliqué, on est à la base des cellules, mais qui vont vivre ce qu'on appelle de la mitose. Donc une baisse éventuellement de la division cellulaire, qui vont vivre là, dans des moitiés de l'ordre de la mitochondrie, qui vont vivre de l'oxydation. Alors donc, on a des cellules qui, veut pas, vont effectivement y passer dans l'avance en âge. Ce qui fait qu'on n'est pas tout à fait comme on était physiologiquement et biologiquement parlant, même la couleur des cheveux avec la mélanocyte, on a des modifications. Est-ce qu'on a fait le deuil de notre image corporelle à quelque part? Est-ce qu'on a fait le deuil de ce qu'on était il y a 20, 30, 40, 50, 60 ans? Vous voyez où je veux en venir? Est-ce qu'on a fait le deuil? Je ne suis pas en train de dire qu'on n'était pas correct avant ou qu'on est pire maintenant, mais est-ce qu'on a fait le deuil? Parce que ça ne reviendra pas. Je regarde quelques photos à la maison, je me dis, mon Dieu, c'est-tu moi ça? Donc je regarde quelques photos, je me regarde dans le miroir tout nu, occasionnellement le moins possible. Puis je me dis, bon, mettons une serviette, ça presse. Parce qu'il y a des affaires qui ne sont pas comme avant. Puis je vous ai parlé des détails, là. Il y a des affaires qui ne sont pas comme avant. Que ce soit masculin, féminin, peu importe, LGBT, tout ce que vous voudrez au niveau de l'identité et l'orientation sexuelle, on est, et ça, il faut se rendre à l'évidence, on n'est pas ce qu'on était. On est probablement mieux maintenant, hein, n'est-ce pas? On est probablement mieux ici, peut-être ici. Peut-être une meilleure paire de lunettes. Bref, on est la somme de nos expériences et de notre identité et notre personnalité. Mais les modifications physiologiques, c'est également, mesdames, messieurs, avec tout le respect que je vous porte, c'est un défi parmi les autres défis. Comment on va arriver maintenant à intégrer ou à accepter ce que nous sommes, d'accord? Parce que ce que nous sommes n'est pas un recul par rapport à ce que nous étions. C'est une nouvelle mouture. C'est tout dépendamment de ce qui se passe dans la tête. Bon, il va-tu prendre son cerveau? Ça dépend de ce qui se passe dans la tête. Parce que, bon, la tête, c'est également des neurones, hein, forcément des cellules, mais c'est aussi des glandes. Et la tête, c'est également aussi tout l'ensemble des connexions mentales. Puis au risque de vous décevoir ou vous faire de la peine ou vous couper l'appétit, évidemment, en vieillissant, il y a aussi des connecteurs et des connexions, on appelle ça des synapses, des dendrites, des neurotransmetteurs, qui vont s'estomper. En passant, votre cerveau, comme le mien, va perdre, c'est pas le fun ça, là vraiment, c'est un coup dur celui-là. Le cerveau va diminuer de 11 à 17% son poids.
Masculin comme féminin en passant. Donc, partant de là, le cerveau va perdre une partie de sa densité. Est-ce que ça va nous rendre automatiquement gaga, Alzheimer, confus? Non, non, pas du tout. Mais c'est que ça fait partie de certaines pertes qu'on doit faire en vieillissant. Ou, si vous préférez, ça n'arrivera pas le matin même de votre 70e anniversaire ou de votre 80e anniversaire. Mais il y a un processus longitudinal. Voyez-vous, tantôt, j'étais un peu en philosophie, j'étais en zénitude. Vous rappelez tantôt la paire de lunettes. Là, à un moment donné, je passe en psychologie. Là, je suis rendu en biologie, puis je viens de monter au cerveau en neurologie. Finalement, c'est une drôle de présentation, finalement. Sur ce, la force physique, la récupération, qui ici montre à la même vitesse dans l'escabeau pour laver ses murs et ses plafonds, qui ici, voilà, qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui ici va effectivement avoir la même récupération après 2-3 petits verres de Valpolicella, petits verres italiens, blanc ou rouge, peu importe, qui va effectivement ici se dire, non, 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 il n'y a rien qui a changé, non, rien de rien, il n'y a rien qui a changé, n'est-ce pas, depuis 25, 30, 40 ans. Donc, un des éléments, c'est de faire effectivement la paix avec soi-même. Là, j'ai envie de mettre un petit peu d'humour, en disant, finalement, vieillir, c'est pas de maladie, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Comment est-ce qu'on se voit ou on se revoit? Un mot intéressant, si vous me permettez, on parle de retraite, de plus en plus, n'est-ce pas? Et là, on va parler de retraité. C'est très différent le concept philosophique ou gérontologique. La retraite peut être vue négative. Je me retire, d'accord? Donc, je me retire de l'action. Alors que retraité, le petit trait entre les deux est fondamental ce matin. Ouais, je suis juste pas loin de là, monsieur, vous me check, là. D'accord? Mais j'avais vu tantôt qu'il y avait quelque chose. Alors, partant de là, je vous dirais retirer, traiter. Moi, j'adore ce mot-là, c'est un mot que j'utilise beaucoup dans mes enseignements, c'est-à-dire traiter de nouveau. Vous savez, retraiter à partir de ma soixantaine, 65, 70, 75. Quelle beauté vieillir. Moi, j'adore vieillir. Je trouve ça fantastique, mais c'est des défis, c'est des réalités, me direz-vous. Mais c'est également plusieurs défis de retraiter avec des pertes, avec des deuils. Donc, on retraite son présent, on tente de préparer le futur dans le mieux possible. Le statut de travail, pour ceux et celles qui sont à la retraite, le statut de travail, ou qui en sont depuis un certain temps, le statut conjugal, le statut social, on perd des gens. C'est une loi de la palisse, on perd des gens en vieillissant. Des gens vont perdre, vont mourir. Donc on perd. Il est démontré d'ailleurs qu'en principe, nous avons dans nos entourages adultes, je répète, en principe, dans nos entourages adultes, nous avons à peu près 75 personnes, pour la moyenne des gens, 75 personnes qui gravitent ou qui gravitent alentour de nous. Par contre, quand on prend de l'âge et qu'on franchit le cap de 75 ans, voyez-vous le concept tantôt de jeune vieux, c'est pas péjoratif, ce que j'ai dit en passant, mais néanmoins, là, on va se retrouver dans un univers de à peu près 35 personnes. C'est comme si la moitié des gens avec lesquels nous étions en plus ou moins relation va effectivement soit décéder ou être relocalisés ou bien développer une démence associée, une des 8 catégories de démence, qui va faire en sorte que la personne, on va la non reconnaître ou on ne sera plus en relation avec elle. Est-ce que ça fait peur, vieillir maintenant? Ça dépend des gens. Est-ce que ça fait peur de vieillir si on n'est pas capable d'intérioriser l'avancée en âge? Oui, ça peut être paniquant, prendre de l'âge. Ça peut être paniquant, la mort. Les deuils peuvent être paniquants également aussi. Pensez même perdre un être cher, une bonne amie, une sœur qu'on affectionne, quelqu'un de notre entourage, peut être la catastrophe pour certaines personnes. J'ai enseigné les soins palliatifs pendant une trentaine d'années. J'ai fait les soins palliatifs, puis je les ai enseignés. Puis souvent, je disais aux étudiants, est-ce que vous avez pensé à perdre, par exemple, une mère ou un père? Ah, oui, j'ai pensé que ça peut arriver. Un conjoint, oh, j'aime autant pas penser à ça. Un enfant, t'es-tu tombé sa tête, monsieur Riendo? Parce que là, c'est comme quelque chose qui est comme inadmissible. Tu sais, la préparation au deuil, la préparation aux pertes, préparation à la mort de quelque chose ou de quelqu'un, c'est pas tout le monde qui est capable de bien, excusez-moi le mot que je vais utiliser, cheminer là-dedans, voyez-vous. Donc, quand on parle de perte, on parle de deuil. Moi, j'aimerais partager avec vous en vert pomme 3 mots essentiels ce matin. 3 mots essentiels, et c'est bizarre, je vais les partager avec vous en 35 secondes, même pas, peut-être une minute. Et c'est mon prochain cours que je donne, bref, mardi prochain avec mes étudiants, c'est 3 heures, eux autres, parce que bon, c'est dans un contexte universitaire, mais je vous le lance comme ça en à peu près une minute. Ça sera pas très long. Partant de là, je dirais que la première crise, c'est la crise identitaire, la crise d'identité. Masculine, féminine, par exemple, identité sociale, comme on disait tantôt. Donc, c'est une crise. Crise, en passant, ne veut pas dire faire le bacon. Crise veut dire vraiment là, une obligation de remanier des éléments qui nous concernent. Deuxième crise, c'est la crise d'appartenance. L'appartenance, encore une fois, à un quartier, à une ville. Pour certaines personnes, quand ils sont relocalisés, par exemple, faites le jeu avec moi, relocalisés d'un quartier à un HLM, d'un quartier à une résidence pour aînés,
d'une résidence pour aînés à un CHSLD, par exemple. Donc, c'est des transitions, des deuils, il y a encore des deuils. Donc, pour certaines personnes même hospitalisées, et attention, ce que je veux dire est très malheureux, certaines personnes hospitalisées vont être dans un milieu qui va les héberger temporairement, on appelle ça la transition, avant d'être relocalisés à un autre milieu. Faites le lien. Moi, j'habite la même maison depuis 1995, mais si on est obligé de se vagabonder comme ça d'un endroit à l'autre, c'est des deuils et des deuils, c'est des pertes et des pertes. Tantôt, M. Rientou, vous êtes passé, ma foi du Saint-Bon Sens, un peu vite, d'accord, et tant mieux, sur la ménopause. Vous êtes passé un peu vite tantôt, d'accord, sur l'andropause, vous êtes passé par le cerveau. Là, vous êtes en train de parler qu'on doit remonter ou surmonter ou être en capacité de bien intégrer des situations de modification d'identité, d'appartenance et même d'utilité. Mon préféré, ils sont tous mes préférés, mais un de mes préférés, c'est l'utilité. Est-ce que je suis encore utile? Est-ce que je suis encore utile dans mon couple? Est-ce que je suis encore utile dans ma famille? Est-ce qu'on me pose des questions quand on prépare Noël? Parce que j'aime bien ça la dinde avec du blanc si possible, puis un peu de farce, n'est-ce pas, bien garni, et non pas des sushis. Est-ce qu'on me pose encore la question? Est-ce qu'on m'intègre encore dans les décisions? Donc, est-ce que je suis utile? Est-ce qu'on me fait sentir utile et non utile? Répétez ça, M. Rientou, s'il vous plaît, mais à l'envers, j'ai 70 ans. Je m'arrête ou je continue? Stop! Ou? Encore? Encore. Ça, vous la connaissez, hein? Évidemment. Donc, j'ai 70, j'ai 65 Plastique Bertrand. Est-ce que j'arrête ou je continue? Oui, mais est-ce que je suis invité ou est-ce qu'on ne m'invite plus? Est-ce qu'on me consulte ou on ne consulte plus? Donc, l'utilité, est-ce qu'on me fait sentir utile ou inutile comme dame, comme maman, comme belle-mère, comme conjointe, vous savez, comme personne, bref, dans une association ou ailleurs. Donc, les oublis, encore une fois, également aussi, il y en a plusieurs, mais parfois, vous avez probablement remarqué, puis c'est pas un défaut, on va oublier des choses. Moi, le personne, c'est pas juste la distraction. On va oublier quelques éléments. Tantôt, j'espère que je n'ai pas vexé personne, on dit que le cerveau va perdre une partie de son poids. Les connecteurs, la neurotransmission va s'estomper légèrement en vieillissant. Pas s'éliminer, mais elle va s'estomper. Puis là, je ne parle pas de démence Parkinson, je ne parle pas de démence Alzheimer ce matin, je ne parle pas de 8 types de démence qui existent, n'est-ce pas, dans le corps humain planétaire, mais je vous dirais juste qu'en vieillissant, sans parler de démence, mais pas du tout, juste le vieillissement neurologique normal va introduire des petites difficultés au niveau du rappel, de certains points d'ancrage de la mémoire. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est annonciateur d'une maladie d'Alzheimer évolutive ou dévolutive? Pas du tout. Mais c'est qu'il faut se poser la question, est-ce que des événements, des épisodes... Alors, je me souviens de mon voyage à tel endroit, à Paris ou je ne sais quoi, à Rome, mais je ne me souviens pas exactement de comment c'était sur le pont Rialto. Et ça me choque. Et ça me brûle. Pensez-vous comme ça des fois, vous aussi? Et maudit, ça, je l'ai échappé. Et une tabarouette, je me souviens pas de... Et ça, c'est un peu frustrant. Ça nous met un petit peu en fusil parfois. Mais où je veux en venir, c'est que faisons-nous à l'idée, parce que c'est à peu près pas possible de maintenir toute la boîte d'informations, le coffre d'informations à flot. C'est à peu près pas possible. Donc, on en perd un peu, puis on en rajoute un peu. Hey, voulez-vous quelque chose de positif, par exemple? Connaissez-vous la plasticité du cerveau? Avez-vous déjà entendu parler, oui, pour certains, la plasticité du cerveau? En neurosciences, on sait que maintenant, on perd un certain nombre de neurones en vieillissant, voyez-vous, cinquantaine, soixantaine, soixante-dizaine, mais on a aussi des gains. Donc, il y a une période entre la cinquantaine et la soixantaine où il y a de nouvelles cellules qui s'installent. Donc, ces nouvelles cellules-là, ben, ça fait du bien, mais c'est parce que ça ne dure pas bien longtemps, mais quand même, cinquantaine, soixantaine. Ouais, eux autres aussi vont y passer. Mais il y a quand même des nouvelles cellules qui s'installent. Et parfois, les gens vont montrer, j'ai comme une espèce de regain au niveau mnésique, au niveau de la mémoire. Donc, tout ça pour dire qu'on parle de crise d'identité, appartenance, utilité, mais je vais juste rajouter, si vous me permettez, je pense que j'ai le droit de le dire ce matin, la crise d'orgueil. Ça, c'est peut-être le mot le plus important depuis que je vous parle. La crise d'orgueil, il y a des gens qui sont plus orgueilleux que d'autres. Donc, c'est sûr que l'orgueil de perdre un peu des mots, de perdre un peu des choses. Et il y a des gens qui vont avoir des oublis. D'autres, ça va devenir un peu plus complexe au niveau de trous de mémoire ou de difficultés de mémoire. On va en parler aux médecins. Donnez-moi, à l'époque, rappelez-vous, tout le monde, on disait, donnez-moi du Jingo Biloba. Donnez-moi, ça vient de ça, oui, hein, vous vous rappelez de ça, madame? Donnez-moi du Jingo Biloba. Ça, apparemment, c'était bon, bien des affaires. Tu sais, un peu de gigolo, c'est gigolo pour les articulations, un peu de Jingo Biloba, puis une tarte au sucre à l'occasion, donc tout devrait être correct. Mais dans la vraie vie, il faut être un peu plus informé et effectivement connaître un peu plus ce qu'il y en est. Les capacités cognitives, vous savez, parfois viennent faire en sorte qu'on va remettre en doute notre propre vieillissement. Un autre élément important pour certains, c'est le permis de conduire. Il est démontré, ça changera peut-être dans les prochaines décennies, il est démontré que pour certains hommes, lorsque le permis de conduire est retiré, c'est pire que la retraite. C'est comme une catastrophe.
Moi, je me rappelle de l'époque où mes grands-parents, écoutez, messieurs, je ne veux pas être macho, là, mais vous allez vous rappeler vous aussi de l'époque où un homme conduisait, puis la femme était assise à droite. Oui. Elle était assise à droite, là, puis c'est là que ça se passait. Tu sais, grand-maman Dora, puis mon grand-père Dona, ça s'était assis à droite. Lui, il faut le faire, comprends-tu, même s'il est décédé de l'Alzheimer sévère, en tout cas, c'est pas grave, ce doute-là, ça a l'air, mais elle était assise à droite. 4 pieds 11, là, elle était assise à droite, elle touchait pas à terre. Mais c'était ça. Aujourd'hui, là, tout le monde conduit ou à peu près une voiture, mais c'est une époque quand même où pour certains hommes, sans vouloir être macho, messieurs, puis ne me frappez point si possible à l'heure du dîner, mais quand même, je vous dirais, il y a des réactions parfois qui sont pas évidentes. Un mot très important en gérontologie, puis je vous le partage avec un respect limité, c'est le mot dépossession. J'utilise beaucoup dans les enseignements, qui suis-je? Mais effectivement, les gérontologues comme nous, on utilise beaucoup la notion de sentiment de dépossession. Dans les pertes possibles maintenant, est-ce que la dépossession, ça pourrait pas être quelque chose comme l'impression d'avoir des capacités, comme on a dit rapidement, physiques modifiées, mobilité, tonus musculaire, mise en charge le matin, vous savez, récupération à l'effort, etc., etc. Nos systèmes, incluant le cardiovasculaire, vont vivre la théorie de l'usure. On l'a vu tantôt, nous sommes des cellules qui deviennent des tissus, qui deviennent des systèmes, des organes, pardon, et qui deviennent des systèmes. L'autre élément, c'est cette notion de sentiment de dépossession de mes forces vitales ou en partie de mes capacités. En plus, peut-être, du sentiment d'être mis de côté. Mes gendres ne m'appellent plus pour des activités de gars. Correct. On m'a mis un peu, on dirait que je me sens un peu de côté. On veut m'épargner. On veut pas que je me fasse mal. Et puis là, en plus, effectivement, là, j'ai mon conjoint ou ma conjointe qui me dit, écoute, hey, calme-toi, là, t'es plus un cheval de course. T'sais. Bon, parfois, les gens vont se sentir dépossédés ou vont être mis au rencard. Un autre élément très important, puis je vous le dis avec un respect très grand, c'est le mot désengagement. Vous savez, être gérontologue social, comme je le suis, c'est pas parce que je suis mieux qu'un autre, mais c'est l'intérêt de ma vie, finalement, le vieillissement. Et être gérontologue social, ça nous oblige à avoir une idée, un intérêt à tout ce qui touche les 50 ans et plus. Vous savez, mais tout ce qui est 50 ans et plus a eu 50 ans et moins. On l'a vu, je crois, depuis tantôt, au début de la présentation. Le désengagement, c'est une théorie psychosociale extrêmement importante. 2 catégories de désengagement. Le désengagement volontaire, lui, c'est mon préféré. Le désengagement volontaire, ça le dit, volontairement, je me désengage. Et combien de personnes vieillissantes, entre nous, là, on jase, il n'y a personne qui nous écoute à part nous, entre nous, combien de personnes vieillissantes s'en font pour leurs enfants et leurs petits-enfants? Tu sais, à s'en rendre malade, à ne pas dormir, à faire de l'anxiété, à avoir même, n'est-ce pas, de l'angoisse et de la détresse. Combien de personnes se désengagent volontairement? Tous ceux et celles qui ont dit, hey, cette relation-là ou cette responsabilité-là que j'ai comme beau-père, belle-mère, grand-père, grand-mère, par exemple, cette responsabilité-là, donnez-moi un break. Vous savez, même on va aller jusqu'à tough love. Je t'aime beaucoup, Enrico, mon fils, mais pas jusque-là, parce que je suis en train d'y laisser ma santé. Donc, un désengagement volontaire, c'est de choisir ses batailles. C'est également aussi de se dire, à part tout ce que je vous ai dit depuis le début de la conférence, c'est de se dire aussi, est-ce que je suis capable de lâcher prise? Vous savez, deuxième accord Toltec. Est-ce que je suis capable de lâcher prise sur des choses qui viennent me rendre plus ou moins heureuse ou heureux? L'autre chose, par contre, c'est le désengagement involontaire. Là, vous aurez remarqué que le désengagement involontaire, on dirait, excusez-moi le geste, là, il ne se veut pas déplacer, c'est comme si on me prend, on peut peut-être me mettre à la corbeille. Ça va? Si on me met à la... Ouais, c'est moins le fun un petit peu. Un désengagement involontaire, c'est que je ne veux pas laisser mes chums et mes filles et mes amis, je ne veux pas qu'on m'appelle plus, je ne veux pas qu'il n'y ait plus de messages sur le répondeur à la maison. Mais on dirait que là, je sens que je dois me désengager involontairement, malgré moi, à mes détriments. On dirait que je ne suis plus utile. On dirait que je ne suis plus la personne à qui on demandait conseil pour les recettes de ceci ou de cela, ou pour construire un cabanon. Donc, le désengagement peut être très pénalisant lorsqu'il est, on l'aurait deviné, involontaire. Et même, ça introduit un concept qu'on a utilisé avec Anne-Marie Gaillard, sociologue française, qui s'appelle la mort sociale. Écoutez comment les 2 mots ne sont pas agréables, là. La mort sociale. J'aimerais faire une fois une petite parenthèse. Ma conférence, ma présentation, elle est, puis je vous le dis avec un respect très grand, elle est le ramassis des principaux concepts gérontologiques des années 60 à maintenant, là. Voyez-vous? Donc, je vous dis ça comme ça, moi, en 1 heure et 10 minutes, tantôt je vais m'arrêter, vous allez voir. Partant de là, c'est de voir un peu la notion de mort sociale. Donc, quand il y a des gens, mesdames, messieurs, qui en arrivent à sentir ou ressentir une mort sociale involontaire, bien, ça le dit, c'est qu'involontairement, on dirait que je ne suis plus une source d'attraction. Vous savez, tant au niveau du couple, pour ceux qui sont en couple dans certains cas, tant au niveau de la famille, tant au niveau de la paroisse, on dirait que je suis invisible. On dirait que je suis devenu invisible.
Voyez-vous, parfois on m'appelle pour garder les enfants, les petits-enfants, c'est à peu près tout dans certains cas. Alors que pour d'autres, ils sont très visibles. Donc, il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ont dit « Je me désengage, arrange-toi de trouver une gardienne. » Oui, je suis les grands-parents de Océane, de Zoé, puis de Zoé Lune, parce que les prénoms ont changé, hein, vous avez remarqué. Par contre, il y a des Léo qui revient, puis il y a des David qui revient aussi, là, incluant l'étoile de Bethléem, ça a l'air. Mais partant de là, non, mais c'est ça. Alors donc, oui, mais c'est moi. J'étais justement à Shawi, il n'y a pas longtemps. Et puis, il y a une dame qui est venue me voir après la conférence qui n'était pas tout à fait celle-ci. Puis, elle dit, M. Reynaud, elle dit, moi, là, j'ai appris une chose. Hein. Moi, j'ai dit à mes enfants, je vous aime de proche, mais aussi de loin. Tu sais, à quelque part où, elle a, j'ai trouvé ça très sympathique. La dame était très dynamique également. Donc, c'est ça, c'est la notion de désengagement. Impression de ne plus être consulté, c'est pas le fun. En bas, vous avez des mots désagréables et vous en conviendrez, par exemple, le sentiment d'être exclu des décisions familiales. Ça, c'est des pertes, ça, c'est des deuils, et des fois, on s'en remet pas de ça. On s'en remet pas parce que j'ai tout donné pour ces enfants-là. Je me suis sacrifié, pour ces enfants-là, j'ai tout fait pour leur bonheur. J'ai mis beaucoup, paf, mais je ne reçois plus rien. Je ne reçois plus rien ou je reçois moins qu'avant. Ou je ne reçois pas ce que je devrais recevoir. Vous savez, ce qu'on appelle le retour de l'ascenseur. Donc, si je ne reçois pas ce que je pense avoir droit de recevoir, je peux me sentir mise de côté ou mis de côté. Donc, ce sont des pertes et des deuils qui ne sont pas sympathiques à vivre. Ça peut être un début d'âgisme également aussi. Hein? Les boys ne m'appellent plus. Avant, j'allais jouer au golf avec quelques personnes ou je faisais telle activité de curling. Là, depuis que j'ai fait un AVC, on ne m'appelle plus. Même si minime soit-il. Depuis que j'ai un peu d'arthrose de poignet, on ne m'appelle plus. Oui, je vais en venir. Hein, depuis que j'ai telle pathologie, depuis que j'ai telle problématique de santé qui s'installe, comprenez-vous, j'ai un pontage coronaire, j'ai un pacemaker, on ne m'appelle plus, on ne veut plus, effectivement, que je me fatigue. Alors, c'est pas très long que des pertes peuvent être, comment dirais-je, et des deuils peuvent être extrêmement lourds à porter. Alors donc, on parle aussi d'un problème parfois, pas juste d'âgisme, qui est la discrimination en fonction de l'âge ou en fonction de l'état de santé. Le mot ici en bas, peut-être le connaissez-vous tout le monde dans la salle, l'autonomisation. Ça, c'est un beau mot pour le Scrabble, ceux qui aiment bien le Scrabble. Je pense qu'il y a beaucoup de mots ce matin pour le Scrabble, d'ailleurs. L'autonomisation. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Riendo? Calmez-vous, là, puis dites-nous ce que ça veut dire, ça, l'autonomisation. En anglais, vous allez peut-être plus le reconnaître si vous ne connaissez pas le mot en français. En anglais, on dit empowerment. To empower someone. To give power to someone. Donc, to take power and to give power. Toute personne vieillissante devrait être dans un processus d'autonomisation. On peut perdre quelques éléments de l'autonomie, me direz-vous. Physique, physiologique, neurologique, pas de trouble. Mais on devrait tous encore avoir de l'empowerment. We should have power. We should take power. And we are allowed to have that power. On a le droit d'avoir ce pouvoir. On doit prendre ce pouvoir. Pouvoir existentiel, pouvoir conjugal, pouvoir familial, pouvoir décisionnel. Voyez-vous? Pouvoir de protection, pouvoir satisfaire à ses besoins, pouvoir répondre à ses demandes, pouvoir porter la bonne paire de lunettes, pouvoir bien vieillir et faire bonne vieillesse. Donc, beaucoup de défis ce matin par rapport à certaines pertes ou certains deuils qui peuvent s'installer. C'est sûr que quand on parle de perte de contrôle ou de perte de pouvoir d'achat, on sait que la retraite ou le vieillissement, dans certains cas, va rebalancer ou réintroduire un nouveau cadre financier. Le cadre financier peut fondre de 30 à 40 %. Vous savez très bien de quoi je parle pour certains. Le cadre financier peut fondre de 30 à 40 %. Par contre, le cadre financier peut être remplacé par des FER, peut être remplacé par du CELI, par des REER. Je n'apprends rien à personne ici, là, on ne fera pas un cours de finance ce matin. Mais pour certaines personnes, le cadre financier les limite beaucoup dans la sortie de... Pensez à des gens qui n'ont pas, justement, un régime complémentaire, vous savez, un REGOP ou un ceci ou un cela. Pensez à des gens qui n'ont pas un fonds de pension privé de Bell Canada, d'Hydro-Québec ou d'ailleurs. Pensez à des gens qui n'ont pas l'équilibrium au niveau du cadre financier. Ça peut devenir difficile parce que ce sont d'autres deuils ou d'autres pertes à faire. Certaines personnes vont aussi, pour toutes sortes de raisons, à part l'autonomie un peu précaire, vivre du veuvage. Je pense que je n'ai pas à définir avec vous que le veuvage est une perte qui forcément peut introduire un deuil. Je n'irai pas jusqu'à être une mauvaise langue ce matin en disant que pour certaines personnes, le veuvage a été très libératoire. C'est une perte, mais ça n'a pas été un deuil hyper longtemps. Pensez à de la violence conjugale, par exemple. Pensez à des réalités où il y avait beaucoup d'alcoolisme, de toxicomanie, où parfois, bon, j'ai eu de la peine quand une telle ou un tel est parti, mais cette peine-là m'a aussi libéré peut-être de quelque chose. Je m'excuse d'avoir eu à le dire ce matin, mais ça peut m'avoir libéré de quelque chose de plus ou moins confortable. Sur ce, quand on a des pertes, qu'on a des deuils, et là, on se dirige vers la fin de la conférence, quand on a des pertes et des deuils, la détresse peut s'installer. On parlait tantôt d'équilibre. La détresse peut s'installer. La déprime peut s'installer. Voyez-vous les mots ici? La dépression. La détresse, c'est une chose. On peut rebondir plus vite. La déprime, vous le savez, c'est des modifications, encore une fois, dans le cerveau.
lorsqu'on vit des choses importantes au niveau des pertes et des deuils, je reprends le cerveau, je le remets ici. Il y a 3 hormones importantes dans le cerveau. Vous les connaissez peut-être par cœur, mesdames, messieurs. 3 hormones, des agents chimiques très importants dans le cerveau. Le premier, la sérotonine. La sérotonine qui, en principe, est très importante aussi pour l'humeur. La dopamine pour le mouvement. Et la noradrénaline, évidemment, pour l'énergie. Énergie, mouvement, humeur. Tout deuil, toute situation de confrontation, tout ce que j'ai dit depuis la toute première phrase peut avoir un impact sur la biochimie du cerveau. D'accord? Donc, la biochimie du cerveau, c'est extrêmement fragile, la biochimie du cerveau, et on est à une déprime près, on est à une dépression près, avec des modifications de ces agents biochimiques par quelque chose de psychologique ou de psychofamilial ou de psycho-environnemental qui vient nous affliger. Une perte peut introduire des réalités biochimiques très, très désorganisantes qui peuvent nous amener à la consultation médicale. L'angoisse et l'anxiété, très, très, très important au niveau des pertes et des deuils. Quel lien voulez-vous faire rapidement, M. Riendo? La notion d'angoisse, c'est une chose. L'angoisse, en passant, pour ceux qui sont peut-être moins familiers, peut-être personne, l'angoisse, c'est quelque chose qui est diffus dans le corps. Je me sens angoissé, mais je ne sais pas trop pourquoi. Il me semble que je vis de l'angoisse, là, tu sais, je ne suis pas bien dans ma tête, dans mon corps. Alors que l'anxiété a souvent des symptômes associés, des symptômes comme, par exemple, les palpitations cardiaques, comme, par exemple, le sentiment d'oppression dans la poitrine et même le sentiment de penser s'évanouir, pour ne pas dire même le sentiment de croire mourir. Donc, il y a ce qu'on appelle de la psychosomatisation. Le corps absorbe ce qui se passe en haut. Donc, combien de personnes vieillissent dans l'anxiété, mesdames, messieurs? Combien de personnes vieillissent de par des pertes et des deuils physiologiques, psychologiques, neurologiques, sexologiques, sociales, financières? Tout ce que j'ai dit à date vient de passer dans une phrase. Vous avez remarqué? Tout ce qu'on peut vivre à des degrés divers et à des ampleurs diverses au niveau des modifications peut générer de l'anxiété ou du stress. Et là, évidemment, ce sont les glandes surrénales qui s'installent pour le cortisol. Le stress fait en sorte que nos glandes s'activent pour diminuer le stress. Donc, vraiment, vieillir, c'est pas une maladie, mais c'est forcément expérimenter toutes sortes de pertes et de deuil qui peut, et je l'ai mis en bleu, du combo ou du trio. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs choses qui se passent dans la tête, tant au niveau de la biochimie que de l'anxiété, que de l'angoisse dans le même corps. Alors donc, il y a un travail de réflexion à faire. Quelles sont mes pertes? Quels sont mes deuils? Comment est-ce que ma santé mentale, je le dis avec un respect illimité, comment est-ce que ma santé mentale peut être interpellée par ce que je vis présentement? Déstabilisation, souffrance, et là, voyez-vous, quand je tombe dans douleur morale, attention, ça va être une petite trentaine de secondes. Maintenant, la suivante, douleur morale, douleur existentielle. Là, si je rajoute mal de vivre, vous voyez où je vais en venir? Douleur morale, douleur existentielle, mal de vivre, je ne vois pas la fin du tunnel, je ne vois pas la fin de la situation qui m'afflige, solitude, dépossession, sentiment d'être abandonné, crise utilitaire, bon, tout ce qu'on a vu depuis le début de la conférence peut introduire une vision plutôt tunnel, puis une vision de tunnel, mais attention, sans lumière. Sans lumière au bout du tunnel. Donc, vous savez que le mot suicide aurait été le prochain, effectivement, que j'aurais utilisé. Donc, l'étape suicidaire passe par d'un flash suicidaire. Le flash suicidaire, l'idéation suicidaire, rumination suicidaire, scénarisation et passage à l'acte. Donc, dans les stades ou dans les étapes, n'est-ce pas, qui s'installent lorsque cognitivement, mentalement, l'idéation suicidaire s'installe pour toutes sortes de pertes non résolues, toutes sortes de deuils non résolus, toutes sortes de situations avec lesquelles je n'ai peut-être pas l'armée. Je ne suis pas nécessairement armé. Tout début de la conférence, on disait comment est-ce qu'on vieillit pour être plus armé à. Est-ce que je suis seul? Est-ce que je vois des gens? Est-ce que je m'exprime? Est-ce que j'ai quelqu'un à qui je peux parler de ce que je vis? En bas, je l'ai mis en bande bleue. Besoin de parler, besoin de se confier. Mais vous savez, c'est pas tout le monde qui a des soupapes ou des bouées de sauvetage. Il y a des lignes téléphoniques pour des personnes vieillissantes. Il y a des lignes téléphoniques comme Tel Aîné, par exemple. Il y a des lignes téléphoniques pour les proches aidants qui vivent parfois des balbutiements comme proches aidants assez turbulences, merci. Il y a bref, toutes sortes de ressources qui existent. Sentinelle, entre autres avec les bénévoles, sont nés dans une dynamique mourante. Il y a bref, toutes sortes d'écoutes téléphoniques qui s'installent ou qui existent. Est-ce que les gens l'utilisent? « Ah, je suis trop orgueilleuse, je suis trop gênée, oh, je ne suis pas là-dedans, c'est pas pour moi, je suis trop vieille, je suis trop vieux. » Vous savez qu'il y a de l'agisme, on en a parlé brièvement, mais aussi de l'auto-agisme. L'auto-agisme, c'est de se considérer en dehors, n'est-ce pas, en dehors de la piste. Alors, vers la conclusion maintenant,
un des éléments importants, c'est une diapo importante, perte possible à considérer, c'est entre autres de si on est capable, c'est de se repositionner. Les mots en blanc sont extrêmement importants. Se repositionner, s'aligner, seul, avec aide ou en thérapie. Comment vous dites ça, M. Yvon? Seul, avec aide ou en thérapie. C'est de se repositionner, c'est de se réaligner. Et attention, ce qui est en jaune est extrêmement précieux, c'est de développer ou de nourrir des nouveaux mécanismes internes, des nouvelles ressources internes à l'intérieur de soi et ou utiliser au besoin des ressources externes. Une bonne amie, une confidente, une bru, un gendre, mais aussi ça peut être n'importe quelle personne qui est près de nous, qui peut nous aider parce qu'on sent le besoin de lever le drapeau. C'est une autre analogie que j'utilise avec vous, lever le drapeau. Reconnaître les indices observables de ma détresse, de mon anxiété, de mon angoisse, de mon sentiment d'inutilité, de mes idées noires que j'aime pas avoir, et ainsi de suite. Bon, les pertes et les deuils, on peut y rebondir avec, faire de la résilience, mais ça peut être extrêmement le contraire et ça peut être très destructeur. Donc, qui m'entoure dans la vie, qui m'assiste avec respect, est-ce qu'en général, je nourris les fleurs dans ma vie, si possible, ou est-ce que je nourris la mauvaise herbe? Fletcher Peacock, n'est-ce pas? Nourrissez les fleurs et non pas la mauvaise herbe. Donc, tous ces éléments-là, on revient un peu à la philosophie avant de passer aux échanges et aux commentaires. S'ajuster à des changements, j'ai mis plus ou moins en jaune. S'ajuster à des changements, pas évident. S'ajuster, donc, à des modifications, pas évident. Avec tout le respect que je vous ai porté et avec tout le respect que je vous porte, encore une fois, ces deux éléments-là fondamentaux. Donc, s'ajuster au plus ou moins changement relatif des forces physiques, de la santé globale, du vieillissement neurologique, de la retraite, traiter, la bonne paire de lunettes et tout ce qu'on a vu à date. Partant de là, prendre un nouvel élan. Ici, je l'ai mis en majuscule, si je peux me permettre, prendre un nouvel élan. Donc, c'est ce qu'on appelle de la résilience. Être capable de rebondir, être résilient. Vous savez, avancer, pas à tâtons, avancer avec ce qu'on est et ce qu'on a vécu, comment on est construit, avec un peu d'aide aux besoins, une aide téléphonique, une aide d'être humain, une aide d'un documentaire, d'un livre, peut-être aussi peut nous aider, seul ou avec aide, et dans certains cas, on n'a pas le choix, c'est la partie thérapeutique qui vient avec. S'identifier aux personnes de son âge, mais également vivre de l'intergénérationnel, ça peut être très salutaire pour beaucoup de personnes. Donc, vivre de l'intergénérationnel et de l'intragénérationnel. L'important, c'est d'en arriver à être capable, si possible, de parler de son vieillir pluriel, parler de ses réalités multidimensionnelles, conjugales, familiales, physiques, neuronales, l'anxiété au besoin, le stress. Parce que, vous savez, comme l'expression dit, puis il n'est pas nouvelle celle-là, on va se rendre malade. Regardez, on va se rendre malade mentalement comme physiquement. C'est peut-être ça que les deux mots, sagesse et sérénité, veulent dire. On ne peut pas fuir les pertes ni les deuils. Comment on compose avec, n'est-ce pas? Comment on est capable de rebondir, d'avoir ou de faire de la résilience. Pour éviter de s'apitoyer. Et effectivement, il faut agir. Voyez-vous, agir est en jaune. Donc, il faut agir. Bien se traiter, c'est un beau défi. Et on s'en va à la conclusion. Bien se traiter, c'est un beau défi. Vous le voyez, ça apparaît en ruban. Bien se traiter. Être bien traité, c'est un souhait. Donc, bien se traiter, c'est un beau défi. Vivre ses pertes et ses deuils, un autre défi. Être capable, encore une fois, d'être bien traité et surtout, si je peux me permettre, troisième membrane, bien traiter les autres. On va attirer parfois ce qu'on va semer ou on va effectivement semer ce qu'on va retirer. Donc, bien traiter les autres devient aussi extrêmement important. Un des défis pour les pertes et les deuils, c'est l'optimisation, ou si vous préférez, optimiser sa santé mentale, optimiser par une attitude positive. Oui, ce ne sont que des mots ce matin, mais j'ai senti l'importance et le besoin de partager avec vous dans un fil d'Ariane différents petits éléments que vous allez encore une fois retrouver dans la partie écrite de la conférence, mais c'est juste, avant de vous quitter et de passer aux questions, c'est de tenter de prendre prise sur des choses et de lâcher prise sur d'autres choses. Ça, c'est un défi de vie qu'on peut faire en accompagnement, seul, avec aide, encore une fois, et même des fois en thérapie. Donc, gérer le stress est quelque chose de pas si facile. Les mots-clés, les voici. Se redéfinir, se distancier, si possible, réinventer, voyez-vous, réinventer, et se sortir la tête de l'eau, faire de son mieux, en solo, en duo, en famille, selon ce qui est notre réalité à nous-mêmes, et établir ce qu'on appelle des nouveaux horizons.
ce n'est pas qu'un plan fédéral, nouveaux horizons, c'est aussi une réalité individuelle, donc arriver à des nouveaux horizons. Et en psychologie, on va dire, un des défis du vieillir avec sagesse ou avec bienveillance, c'est bientraitance, c'est développer par rapport à soi-même, par rapport aux autres, des modes de compensation. Je l'ai mis ici à l'écran, développer un ou des modes de compensation. Évidemment, des mots comme adaptabilité, vous n'êtes pas étonné de l'entendre, seul, encore une fois, ou avec aide pour être capable de se dire, regarde, je vis un mauvais coton, c'est pas facile, j'ai de la difficulté à intégrer mes modifications physiques peut-être, j'ai de la difficulté à intégrer quelques difficultés cérébrales, j'ai de la difficulté avec le veuvage, le deuil, il me semble que je ne porte pas la bonne paire de lunettes. Alors, pourrais-tu m'aider quelqu'un? Pourrait donc me porter secours? Alors donc, des mots comme sentiment, émotion, désorientation sont à l'agenda, on s'en va à la salle, peur, besoin. Donc, être capable de se poser la question, est-ce que j'ai des bénévoles? Est-ce qu'il y a des proches aidants? Ou est-ce que je suis bien entouré de bénévoles, de membres de famille, de conjoints? Est-ce que j'ai quelqu'un sur lequel je peux compter quand je vis des modifications qui sont les miennes? Alors, c'était à peu près ce que j'avais envie de partager avec vous en post-COVID, quoique il ne faudrait pas être prudent quand on dit post-COVID, là, mais bref, en réalité contemporaine, on a vécu en plus différents stress dernièrement, on a vécu toute une réalité que vous connaissez et reconnaissez par cœur. En plus des aléas du vieillir, je vous propose d'aller à la salle maintenant et de voir si vous avez soit questions, commentaires. Je me garde quelques diapos au besoin, parce qu'on me dit qu'à midi moins 10, on doit tout arrêter. Donc, j'ai débuté un peu plus tard, j'arrête un peu plus tard. On va se donner une bonne quinzaine de minutes ensemble avec la salle. Donc, est-ce que vous avez envie, est-ce qu'Hélène va m'assister dans la dynamique? Moi, je peux demeurer en avant, le micro peut se promener, puis on sait qu'à moins 10, pour qu'il y ait un aller-retour salle de bain. Alors, pour l'instant, merci de votre attention pour l'instant. On va voir si on peut avoir cette... Merci beaucoup. Quelqu'un veut prendre...